C'est la suite de notre émission dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC qui connaît dans sa partie Est une rébellion sanglante, une rébellion qui entraîne la violence dans ce pays, la RDC qui a une maison. Nous sommes le 19 février 2024. L'Union européenne signe un protocole d'accord avec le Rwanda sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières. Et un accord qui intervient peu de temps après que les États-Unis et la France ont appelé le Rwanda à quitter la RDC. Comment comprendre le sens de cet accord, alors même qu'un pays membre de l'Union européenne ordonne au Rwanda de quitter, de cesser l'agression et de quitter la RDC avec ses missiles, l'Union européenne signe un protocole d'accord avec le Rwanda. Comment comprendre ça? Ça peut se résumer par un mot, l'hypocrisie. Les Occidentaux sont hypocrites. Ils souffrent le chaud et le froid. Ils sont derrière le Rwanda qui agresse le Congo, bénéficient des matières premières et de temps en temps lancent des incantations, entre guillemets, pour demander à ce que la guerre s'arrête. On a vu comment ils se sont comportés lorsque l'Ukraine a été envahie par la Russie. On voit comment ils se comportent par rapport au conflit au Moyen-Orient, Israël-Gaza. Alors pour le Congo, c'est juste nous déplorons, nous condamnons, nous demandons, nous supplions. Il n'y a pas de mesures. Il y a une charte des Nations Unies qui doit être respectée. Alors si cette charte n'est pas respectée, notamment par rapport au chapitre 6 et au chapitre 7, c'est parce qu'il y a des insuffisances côté congolais. Vous savez, le président congolais a déclaré, pince sans rire et en public, que il demandait aux Congolais de ne pas défendre des morceaux de terre parce que notre pays devient l'EAC. L'interview est publique, ça existe. On ne peut pas nous prendre... Le président Félix Tshisekedi? Oui. On ne peut pas nous prendre au sérieux par rapport à cela. Le président Tshisekedi, il y a un des membres du M23 qui a déclaré qu'ils ont été invités à Kinshasa par Tshisekedi, hébergés par lui pendant 14 mois. Dernièrement, dans sa conférence de presse, lui, il est sain, il n'en sait rien, c'est son ministre de l'Intérieur. Mais lui n'a pris aucune sanction contre le ministre Kankonde qu'il aurait fait. Il prétend que pour engager la guerre contre le Rwanda, il faut qu'il réunisse le Congrès. Sauf qu'on ne réunit le Congrès que lorsque le président attaque, lorsqu'on engage une guerre. Mais lorsqu'on se défend. Parce que si vous lisez les documents qui nous servent de constitution, déjà à l'introduction, on reconnaît que nous sommes membres de l'ONU conformément à la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies dit à l'article 51, disons, que toutes les mesures prises par la Charte, il faut que les relations internationales se fassent paisiblement, ne remettent pas en cause les droits à la légitime défense du pays. Donc, lorsque vous vous défendez, vous n'avez pas besoin de réunir les congrès qui lisent la Constitution. Vous pensez que dans la situation actuelle, il est possible pour votre pays, la RDC, de déclarer directement la guerre? L'état-major congolais peut déclarer directement la guerre au Rwanda? Le président peut directement déclarer la guerre au Rwanda du moment que nous nous défendons sans passer par les congrès. C'est une interprétation théologique de la Constitution. Non, en fait, ne faisons pas l'amalgame. Le droit de défense est différent avec la déclaration de la guerre. Si on dit déclarer la guerre à un pays, ça veut dire qu'on attaque ce pays-là. Oui. Mais là... C'est pour ça que je posais la question au départ. Maintenant, lui, en fait, le compatriote, il dit qu'on peut se défendre et puis on déclare la guerre. Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on n'a pas besoin de congrès pour se défendre. Justement, c'est ce que et déclarer la guerre, je le prends dans le sens de demander à l'état-major d'engager les opérations. C'est ça que je voudrais dire. Ça veut dire que là, ce que vous dites là, on les fait. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, ils tentent pour prendre Goma. Non, on ne le fait pas. Parce qu'on est en train de se défendre. Mais le problème, c'est quand on veut déclarer la guerre au Rwanda, à ce moment-là, nous mettrons tous les outils en œuvre pour que nous attaquons les Rwandais. Je vous informe que le président Tshisekedi n'a pas encore fermé la frontière avec le Rwanda et que les relations diplomatiques avec le Rwanda vont bon train. Les agents d'immigration du Congo et du Rwanda travaillent dans le même bâtiment à Goma. Et que tout ce qui le Rwandais continue d'utiliser le ciel congolais, donc tout ce qu'on nous déclare, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je peux finir mon raisonnement.
En fait, Monsieur Richard, vous comprenez son point. Il est en train de dire. Je comprends ce qu'il dit. Il est en train de dire aujourd'hui, déclarer la guerre. Oui. Vous êtes dans une. C'est pour ça que moi je vous posais la question. Oui. Ça veut dire quoi, escamouche? Le préalable que fit le président Félix Tshisekedi en parlant d'escamouche, qu'est-ce qu'on veut encore comme escamouche quand son pays est déjà attaqué et que ses compatriotes sont massacrés? C'est ce que je posais comme question. Mais peu importe. Enfin, son point, c'est que quand on est en situation de se défendre. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est ce qu'il dit. Votre constitution n'oblige plus le président à demander à réunir les deux. Non, ça c'est la n'est pas bon. J'évite les termes, mais en fait, ça dépend de la compréhension de la lecture des textes. Chacun a sa façon de lire. D'accord. Mais la déclaration de la guerre qu'on veut dire ici, c'est que nous voyons que les Rwandais nous menacent toujours. Et le président veut déclarer une guerre contre les Rwandais. C'est différent avec la défense de la... Ça veut dire que les Rwandais nous attaquent, nous nous défendons. Mais au moment où nous disons que maintenant nous déclarons la guerre au Rwanda, d'abord, quand on dit déclarer la guerre, ça veut dire que le pays tout entier sera en état de guerre. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous avez raison. Effectivement. Il y a certaines restrictions. Et qui est exposé aussi. Donc là, à ce niveau-là, nous n'en sommes pas. C'est pourquoi nous n'en sommes pas là. C'est pourquoi le président préconise toujours un peu de dialogue, que les Rwandais viennent sur la voie de dialogue. Parce que si le président s'engage sur la guerre, le peuple congolais est prêt pour faire la guerre, mais seulement le président, il voit aussi. C'est l'autorité suprême du pays. Il analyse tout ce qui est sur sa table. Et les moments où il verra que toutes les tentatives qu'il a faites, ça ne marche pas, il ne marche pas ces mots, il dit que s'il faut aller à la guerre, on va y aller. Mais pour l'instant, il y a les efforts internationaux, il y a des pays internationaux qui essaient de nous aider. Nous ne nous défendons pas. Oui, nous ne nous défendons pas. C'est l'autorité suprême. Donnez-moi, avant que je vienne à vous très rapidement, mais donnez-moi un acte politique, mais un seul, que le président Félix Tshisekedi a déjà posé pour manifester, mais alors de façon vigoureuse et forte, son mécontentement par rapport à l'agression de son pays par le Rwanda. Qu'est-ce qu'on retient depuis que ces gens-là, le M23, massacrent et pillent la RDC? Qu'est-ce que le président a été réélu pour un second mandat? Qu'a-t-il fait de façon concrète? Mais un acte politique posé pour manifester son mécontentement et sa désapprobation par rapport à l'agression dont est victime son pays. Écoutez, M. Richard, le président, quand il parcourt toutes les villes du monde pour dénoncer, c'est déjà un acte où personne, même son prédécesseur, ne l'a pas fait. Déjà, c'est un acte fort. Vous savez, aujourd'hui, avec les compatriotes, nous parlons. Et tous les Congolais, ils parlent à haute voix, ils citent les Rwandais, ils citent le président Paul Kagame. C'est parce que le président... Je parle du président, je parle d'un acte politique. J'arrive. Le président a parlé. Le président a parlé, il a réveillé la conscience congolaise qu'il y a un monsieur qui nous attaque, il y a un pays qui nous attaque. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le président... En fait, ne cédons pas à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a les pays qui se défendent. Il y a aussi des pertes énormes du côté du camp adverse. Merci pour votre réponse. Merci. Je m'excuse. Merci. On ne va pas se laisser ridiculiser. Non. On ne va pas se laisser ridiculiser. Sérieusement, posons la question. Sérieusement, maître, dites-moi. Quand on est attaqué, on s'arme et on se défend. On nous dit que le M23, c'est 5000 hommes à peu près. Le président Félix Tshisekedi, pendant son premier mandat, a entrepris de restructurer son armée, l'armée congolaise. Encore une fois, lorsqu'on est victime d'une agression, on se défend par tous les moyens. D'abord, on privilégie l'achat d'armes, l'armement pour se défendre. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas sur le terrain de victoire militaire contre le M23 qui n'est composé, selon les spécialistes, que de 5000 hommes?
qu'est-ce qui se passe? Il dit le président parle. Mais normalement, quand on est attaqué, on ne parle pas, on agit. Monsieur on se Richard, défend. moi, non, c'est là que c'est monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais non, lui, non, mais non, s'il vous plaît, c'est lui. On parle de la RDC ici. Ici, il n'y a plus de camp. Hein. Enfin, quand les rebelles tirent, ils ne tirent pas à l'endroit de proche du pouvoir ou de l'opposition. Ils tirent sur tous les Congolais. Exactement. Donc, c'est une thématique transversale qui concerne tout le monde ici. Oui. Il n'y a pas de prise de position partisane ici. Nous avons été suffisamment humiliés par le Rwanda pour être encore humiliés par ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Franchement, ces explications qui sont données aujourd'hui, si ce sont ça les explications que ceux qui sont au pouvoir veulent nous donner, moi je dis tout simplement, je ne souscris pas. Quelle analyse vous faites de la situation? Inacceptable. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les Congolais continuent à accepter cela. Nous sommes dans une situation où le pays est attaqué depuis plusieurs années. Oui. Et on peut considérer que l'armée congolaise a été suffisamment mobilisée, suffisamment formée pour pouvoir éventuellement aller au-devant, justement, de ces 3 rébellions qui se sont... Et qu'est-ce qui se passe alors? Alors, ce qui se passe, c'est très simple. Il se passe tout simplement que le peuple est délaissé. Le peuple est laissé à lui-même, abandonné à lui-même. À chaque fois que l'armée congolaise a essayé de riposter en se disant c'est notre mission de riposter, il y a toujours eu des contre-ordres venus de Kinshasa. Et cela depuis plus de 20 ans. Contre-ordre venus de la présidence. Qui disent quoi? Que ce soit Kabila le fils. Reculer, c'est ce qu'il le fait. Kabila le fils, etc. Mamadou Ndala, qui était tout à fait prêt à en découdre en fonction justement de ses devoirs militaires, a été plusieurs fois arrêté pratiquement dans son offensive parce qu'on lui disait stop. Et à chaque fois qu'il y avait un général qui conduisait la guerre comme il se devait, à chaque fois Kinshasa intervenait pour dire stop. Alors, on a pensé à un certain moment que c'était une histoire, une maladie de Kabila, que l'on considérait effectivement comme n'étant pas de nationalité claire. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous faire, franchement, je dois dire clairement, Tshisekedi est en train de nous faire un bébé dans le dos. Bon, alors... non, je ne le dis pas seulement pour déclarer. Son chef d'état-major à Goma, tout récemment, a dit, écoutez, on nous attaque, mais nous, on ne peut pas riposter. Pourquoi? Parce que les politiciens nous ont demandé d'observer et de prendre le monde à témoin. Voilà. Mais vous avez une MONUSCO. Mettons les choses dans son contexte. Les Congos, vous avez une MONUSCO qui observe. Vous avez le CAC qui observe. Vous avez la SADC qui observe. Et l'armée nationale du pays dit, voilà, bon, on nous attaque, mais nous avons reçu instruction de la part des politiciens qu'il faut observer. Bon. Première chose. Deuxième chose, vous parlez de convoquer le Congrès et tout le reste. Ça, c'est du pipeau. Moi, je ne voudrais même pas qu'on en discute, parce qu'en fait, quand on commence à se réfugier derrière une procédure, c'est qu'il faut regarder effectivement sur le fond qu'est-ce qu'il y a. De toute façon, ça prend que quelques minutes. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Ça devrait passer. C'est une formalité. Sauf qu'on oublie qu'au moment où il a déclaré ça, il venait quand même de passer presque 5 ans à gouverner par état de siège. Mais à la décharge. Donc, à ce moment-là, quand il gouverne par état de siège, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confisqué le pouvoir du Parlement. Il a gouverné pendant ce temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Il n'a rien fait. Bon, après avoir fait cette déclaration, pourquoi il empêche aux militaires qui sont sur place, qui sont attaqués, de réagir, de riposter? Pourquoi il empêche? C'est ça la question. Mais la question trouve une réponse chez lui-même. Il a dit à nos militaires, il a dit à la réunion du Conseil supérieur, ne défendez pas un morceau de terre, ça ne sert à rien de défendre un morceau de terre. Et puis, ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère. C'est dommage qu'on discute sur la procédure, mais le vrai problème qui se pose avec le gouvernement Tshisekedi, c'est pratiquement la signature des accords de l'EAC, où l'article 4, justement, de ces chartes de l'EAC dit que quand vous signez pour devenir un État fédéré.
Et c'est ce qu'il est en train de nous faire vivre aujourd'hui. C'est comme si nous n'avions plus de pouvoir personnel, nous n'avions même plus le pouvoir de nous défendre, notre armée ne peut plus agir et les hommes politiques n'agissent pas. C'est ridicule. Moi, je dis tout simplement, on en arrive au point où le peuple devra à un certain moment foutre tout ce monde dehors. Alors, et le front de cette guerre ne se trouve pas à Goma, se trouve à Kinshasa. Il faut commencer d'abord Alors, par... déjà, il faut dire à la décharge du président Félix Tshisekedi, Maître Reti a évoqué une situation qui dure depuis 20 ans. Le président Tshisekedi n'est pas au pouvoir depuis 20 ans. Il est là que depuis 5 ans. Mais c'est lui qui a signé les accords. Voilà, d'accord, très bien. Ça n'a pas empêché de très bien. Et on ne peut pas non plus oublier qu'il a hérité d'une armée qui n'était pas totalement... Oui, mais on ne peut pas aussi oublier qu'en héritant de cette armée, il a nommé des généraux issus du RCD Rwanda dans des provinces en guerre. Ça aussi, on ne l'a pas oublié. On est en train de faire une description sans comprendre véritablement la cause. Parce que qui ici comprend pourquoi on ne se défend pas, pourquoi on donne instruction à l'armée de ne pas se défendre? Parce que le président Kagame l'a dit, les minéraux que nous volons aboutissent où? Et il les vole avec qui? Pourquoi tu sais que... Qui a dit ça? Kagame? Il a dit quoi? Il a dit on m'accuse de voler des minéraux. Oui. Mais ces minéraux qui se retrouvent à Dubaï et en Belgique, ça finit où? Qui achète ces minéraux que nous sommes censés voler? Et nous les commerçons avec qui? Parce que le problème, c'est quoi? C'est tous ces affairistes qui sont à Kinshasa, qui ont des carrés miniers à l'est. Attendez. Ils ne veulent pas fermer. Le président Félix Tshisekedi insulte officiellement le président Kagame et le traite de voleur. Et vous pensez qu'ils sont quand même, que derrière, ils se parlent? Oui, parce que c'est un discours qui parle à l'électorat congolais. C'est un discours qui parle à l'électorat congolais. Donc, en fait, M. Richard, les problèmes qu'il faut... Il faut savoir de toute façon que Kagame, comme je vous ai dit, bon, c'est effectivement une production américaine. Ça, il faut le dire. Oui, d'accord. Si on essaie éventuellement de ramener la question entre Kagame et les États-Unis, et Félix, on se trompe. Le problème, il est américain. Les Américains veulent éventuellement régenter le Congo comme ils le souhaitent, et les Américains veulent aussi protéger le Congo de leur façon, les minéraux du Congo, leurs ressources, de leur façon. Les Occidentaux aussi essayent éventuellement de suivre, dans la logique justement de l'OTAN, ils essayent de suivre éventuellement quels sont leurs intérêts stratégiques. Et quand on revient par exemple sur la signature de l'accord UE-Congo, bon, il faut savoir, tout à l'heure on a parlé comment fonctionne la diplomatie européenne. La diplomatie européenne, elle fonctionne de manière comme une sorte de pieuvre. C'est que par exemple, la France peut être pratiquement rejetés par un pays, mais ils passeront par un autre pays européen pour pouvoir éventuellement introduire les mêmes demandes que la France ne pouvait pas satisfaire. Donc, ils sont 27, ils ont une représentation, mais au moment où les uns sont en train de signer des accords, souvenez-vous, le Polonais, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a signé des accords militaires avec le Rwanda, le Polonais, pendant que les autres signaient d'autres accords, d'autres types d'accords. Il faut savoir une chose, c'est que le problème du Congo, c'est les ressources minières. Et les ressources minières du Congo sont aujourd'hui plus qu'importants parce que l'Europe sait que Trump risque éventuellement de leur couper les vivres militairement. L'Europe commence à se refaire militairement. Il a besoin des ressources autonomes. Il a besoin des ressources autonomes. Et les États-Unis savent exactement que au moment où, avec l'affaire d'Ukraine, ils vont commencer à fournir beaucoup plus d'armes, malheureusement, ce sont les minéraux du Congo qui vont servir à fabriquer l'industrie militaire. Et pour pouvoir éventuellement faire fonctionner une économie durable, c'est-à-dire écologique, mais qui va être allée pratiquement dans les missiles qui vont éventuellement s'abattre. On utilise plus de 1000 missiles par jour dans la guerre sur l'Irak. Je propose qu'on marque une courte pause. Pas l'Irak, l'Ukraine. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine.